La Terre, notre planète, le seul endroit de l'univers, à notre connaissance, à abriter la vie. Mais des formes de vie venues de l'espace nous auraient-elles déjà rendu visite? Auraient-elles même enlevé des membres de l'espèce humaine? Selon un scénario qui relève à première vue de la science-fiction, la planète Terre a-t-elle déjà été le théâtre d'une rencontre avec un extraterrestre? Ces histoires d'extraterrestres font partie de notre culture. Tous les ans, aux États-Unis, sont signalés des milliers d'ovnis, objets volants non identifiés. Certaines personnes ayant même déclaré avoir été enlevées. Je suis une personne tout à fait normale qui a vécu tout au long de sa vie des expériences assez extraordinaires et bizarres. Si des causes naturelles ou même des activités militaires suffisent à expliquer la plupart des signalements d'OVNI, certaines énigmes continuent de nous interroger. C'est évident. Ce n'étaient pas des ballons, ni un avion, ni des hélicoptères, ni des fusées éclairantes. Des gens ont bel et bien vu un vaisseau spatial de 2 à 3 km de large. Pour les sceptiques, ces figures vues ou rencontrées naîtraient dans notre imagination, peut-être influencées par les films de science-fiction et la culture populaire. Pourtant, des scientifiques respectés admettent la possibilité de véritables extraterrestres voyageant dans le cosmos pour venir visiter la Terre. Aucune loi physique n'interdit de penser qu'une civilisation peut être d'1 million d'années plus évoluée que la nôtre puisse atteindre la Terre. À de nombreuses occasions au cours de notre histoire, les extraterrestres auraient même, dit-on, laissé des preuves incontestables de leur passage, objets et messages qui vont des pyramides au cercle de culture. J'ai vu des objets et des lumières étranges que je ne saurais expliquer. Ils étaient sans nul doute régis par une intelligence. Ceux qui sont sceptiques, je les invite à prendre connaissance des phénomènes observés. D'étranges phénomènes surviennent sur lesquels il faudrait enquêter. En 1995, Lynn Kai-Tai aperçoit des lumières inexplicables près de chez elle, au-dessus des montagnes, juste au nord de Phoenix, en Arizona. Elle a sur elle un appareil photo. Je me suis concentrée sur ce globe qui disparaissait. Il ne bougeait pas. Il s'est lentement estompé. C'était comme s'il était encore là une fois disparu. Et j'ai été frappée par le silence angoissant qui régnait, comme si le temps s'était arrêté. C'était extraordinaire et très étrange. 2 jours plus tard, le 13 mars 1997, Lynn Kai-Tai partage cette fois, avec des milliers d'autres témoins, une expérience exceptionnelle. Des milliers de personnes d'un bout à l'autre de l'Arizona scrutaient le ciel étoilé pour y surprendre la comète de Hale-Bopp, quand un triangle de 2 à 3 km de large a traversé l'État. Il a emprunté le corridor le plus peuplé de l'Arizona dans un silence absolu. C'était un gigantesque défilé. Compte tenu du grand nombre de témoins oculaires, on hésitera à récuser sans autre forme de procès le phénomène dit des lumières de Phoenix. Après une brève enquête, l'armée révélera que ces lumières provenaient de fusées éclairantes larguées par une escadrille d'avions volant en V. Malgré tout, certains témoins maintiendront que ces lueurs venaient d'un autre monde. Depuis plus de 23 ans, l'artificier Paul Mann manipule des fusées éclairantes. Une mise en scène pareille lui semble bien difficile à réaliser. On aurait du mal, je pense, à confondre une fusée avec ce qu'on a l'habitude de considérer comme un ovni. À défaut de larguer des fusées éclairantes depuis un chasseur, Paul croit pouvoir expliquer ce qui distingue ces fusées des lumières de Phoenix. On a ici des fusées éclairantes qui montent jusqu'à une centaine de mètres en brûlant constamment, mais vous verrez qu'elles étincellent légèrement. N'importe qui saurait que c'est une fusée et non un vaisseau spatial. On a là une lumière rouge scintillante, une importante traînée de fumée. Le point lumineux permet de reconnaître une fusée sans confusion possible. Et puis elle retombe par terre, elle ne reste pas suspendue là-haut pendant des heures. Un feu d'artifice qui aurait duré aussi longtemps que ce qu'on dit des lumières de Phoenix aurait relevé du prodige. Et faire tenir des pièces dans le ciel est encore une autre paire de manches. Je sais ce que j'ai vu, au même titre que des centaines d'autres gens.
Il ne s'agissait certainement pas de fusées éclairantes, dont les caractéristiques ne se confondent pas avec ces globes qui n'émettaient pas de fumée. C'était comme des boules, des globes faits d'une roche solide. Mais les images parlent d'elles-mêmes. L'explication des lumières de Phénix par la présence de fusées éclairantes dans le ciel paraît donc à certains assez improbable. En 1980, les militaires d'une base aérienne située sur la côte est de l'Angleterre perçoivent une étrange lueur dans une forêt des alentours. Le colonel Charles Halt, qui dirige la base à ce moment-là, est de service quand il réceptionne un drôle d'appel de la part d'un de ses hommes. Quand le lieutenant qui faisait une ronde est entré pour voir le commandant de la base et moi-même et nous parler en privé, il était blanc comme un linge. Le lieutenant leur rapporte qu'un objet volant non identifié a été aperçu qui descendait dans la forêt de Rendlesham aux abords de la base. Le colonel Halt, accompagné d'un officier affecté à la prévention des sinistres, se rendent sur le site supposé de l'atterrissage. Ils enregistrent leurs échanges sur une bande audio en guise de preuve. Bon, pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas balayer cette zone? J'ai mis mes gants. Balayons la zone sur environ 3 mètres et traçons un périmètre tout autour en partant du coin là-bas. Tous les oiseaux et les animaux de la forêt s'étaient tus. Nous nous sommes approchés de ce site où le supposé vaisseau avait atterri. Il y avait 3 marques au sol, d'environ 4 ou 5 cm de profondeur et de 20 à 25 cm de large. Les marques, disposées en triangle, étaient espacées de 2 à 2,50 mètres. Prudent, le colonel Halt et l'officier de prévention des sinistres mesurent les radiations des traces à l'aide d'un compteur Geiger. Les niveaux de radioactivité se révèlent 4 fois supérieurs à la normale. C'est alors qu'une forme dans les arbres se met à bouger. Un objet d'une lumière rouge vif et noire au centre bougeait à travers les arbres. Aucun doute, il y a d'étranges flashs de lumière rouge devant nous. On aurait dit que cette chose lumineuse répandait du métal en fusion, comme de l'acier qui sort d'un creuset. Nous l'observions stupéfiés quand elle a explosé en silence et que des éclats blancs se sont éparpillés avant de disparaître. En fait, au dire de nombreux journalistes et chercheurs, ce qu'auraient vu le colonel Halt et les soldats qui l'accompagnaient dans la forêt de Rendlesham, ce seraient les jeux de lumière du phare d'Orford Ness. Pourtant, le colonel Halt n'en démord pas. Ce qu'il a vu n'était pas de ce monde. Je sais ce qu'on a vu, mais je ne sais pas ce que c'était. Ce que je soupçonne personnellement, c'est qu'il s'agissait d'un vaisseau endommagé ou d'une sorte de véhicule de reconnaissance venu observer nos activités dans la région. En janvier 1981, le colonel Halt contacte le ministère de la Défense britannique, dont il ne recevra jamais de réponse officielle. Halt reste persuadé qu'il a eu affaire à d'authentiques extraterrestres, un cas d'ovni qu'ici, comme à d'autres occasions, l'État a tenu à camoufler. Un avis que ne partage pas le docteur Shermer. Et même si les autorités ont cherché à dissimuler ces phénomènes d'ovni, ce n'est pas pour autant qu'on a cessé d'interroger les thèses officielles. Soit les extraterrestres existent, soit ils n'existent pas. Les 2 hypothèses sont également effrayantes. Pour gagner la Terre, un ovni aurait à voyager dans l'espace depuis un autre point de l'univers situé à des années-lumière. D'où et comment parviendrait-il jusqu'ici? Il devrait y avoir beaucoup de planètes abritant la vie comme la nôtre. L'univers est vieux de quelques 15 milliards d'années, et son expansion se poursuit à une vitesse phénoménale. Il renferme des milliards et des milliards d'étoiles, beaucoup plus que ne comptent de grains de sable toutes les plages de la Terre. Autour de certaines de ces étoiles tournent des planètes. Il y a donc une myriade d'endroits où E.T., le célèbre extraterrestre, aurait pu voir le jour. Selon le physicien Lawrence Krauss, la planète d'où vient E.T. serait semblable à la nôtre. Sur une planète comme la Terre, la vie semble naître de toutes parts. On peut donc avancer que le moyen le plus simple pour trouver d'autres formes de vie, ce serait de chercher des planètes comme la Terre. Seulement voilà, cette planète se situerait fort loin de la Terre. C'est même en années-lumière et non en kilomètres que dans l'espace, on mesure les distances tant elles sont grandes.
Une année-lumière, c'est quasiment 10 000 milliards de kilomètres, soit la distance parcourue en un an par un rayon de lumière qui progresse à près de 300 000 kilomètres par seconde. La lumière du Soleil met plus de 8 minutes à atteindre la Terre. Tout extraterrestre qui prévoit de nous rendre visite s'embarque pour un voyage de plusieurs milliards d'années-lumière aller-retour. Le seul moyen de raccourcir le voyage consisterait alors à se déplacer plus vite que ce qu'il y a de plus rapide à notre connaissance, la lumière elle-même. En 1905, Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. En un sens, c'est comme s'il y avait un agent de la circulation au carrefour pour nous interdire de franchir cette limite. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein suggère qu'il existe une limite cosmique à la vitesse qui interdit à n'importe quel objet, y compris un extraterrestre, d'excéder la vitesse de la lumière. En 1915 cependant, Einstein invente une théorie qui va plus loin encore. La théorie générale de la relativité. Au lieu de chercher à surmonter les lois de la physique, cette théorie se propose de les contourner. Aux yeux de Michio Kaku, professeur de physique théorique, c'est la clé qui permet de franchir cette barrière qu'est la vitesse de la lumière. L'espace-temps est un tissu qui peut se détendre, se rétrécir ou même se déchirer. On tient là peut-être la possibilité de franchir cette limite que représente la vitesse de la lumière.